On va s'intéresser aujourd'hui à une idée, une idée qui a littéralement tout changé dans la manière de concevoir le soin. C'est une sorte de boussole, en fait, qui nous guide encore aujourd'hui. Et pour commencer, partons d'une question toute simple, mais en réalité très profonde. Quand quelqu'un est malade ou juste vulnérable, de quoi a-t-il besoin vraiment ? Est-ce que ce sont juste des médicaments, une intervention technique, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça ? Pour trouver la réponse, il faut un peu changer de perspective. Il faut arrêter de regarder uniquement les symptômes pour voir la personne dans son ensemble. Et pour ça, tout commence avec un mot, un concept qui est absolument clé. Le besoin. Attention, on ne parle pas d'une simple envie, d'un petit caprice. Non, un besoin, c'est bien plus fort que ça. La source le décrit comme une nécessité impérieuse. C'est quelque chose d'essentiel. Et quand ce besoin n'est pas comblé, ça crée un vide, un manque. Et ce manque, il nous empêche tout simplement de fonctionner correctement, de nous épanouir. Du coup, la finalité du soin, la vraie, c'est quoi ? C'est d'aider la personne à redevenir autonome, à se reprendre en main. Et comment ? Justement en identifiant et en comblant ces fameux besoins. C'est une idée qui peut paraître simple aujourd'hui, mais à l'époque c'était une vraie révolution. Une révolution qu'on doit à une infirmière absolument visionnaire. Alors partons à la rencontre de cette pionnière, de cette architecte du soin moderne. Voici Virginia Anderson, une infirmière et théoricienne américaine. Et ce qu'elle a fait, c'est opérer un véritable basculement. Avant elle, le soin c'était quoi ? C'était la maladie. On soignait une pathologie, un symptôme. Mais avec Anderson, le projecteur se déplace. On ne regarde plus la maladie, on regarde la personne et ses besoins. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est le cœur de sa pensée. En gros, elle nous dit que le rôle du soignant, ce n'est pas de se substituer à la personne, de faire les choses à sa place. Pas du tout. Le vrai rôle, c'est de l'aider, de l'accompagner pour qu'elle puisse refaire les choses elle-même, si elle en avait la force, la volonté ou la connaissance. Et ça, c'est un changement radical. Ok, mais alors, de quelles activités on parle concrètement ? Quels sont ces fameux besoins essentiels ? Virginia Anderson ne s'est pas arrêtée à la théorie. Elle les a listés, cartographiés pour en faire un outil pratique. C'est sa fameuse liste des 14 besoins fondamentaux. 14, pas 13, pas 15, 14. 14 besoins qui, selon elle, sont universels, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à tout être humain. C'est une sorte de plan directeur, si on veut, du bien-être. Alors regardons-les de plus près. Ils sont regroupés en 3 grandes familles, de la plus basique à la plus complexe. Tout en bas de la pyramide, on a les besoins physiologiques. C'est la base de la vie, respirer, manger, boire, éliminer, dormir, bref, tout ce qui fait que la machine fonctionne. Juste au-dessus, il y a le besoin de sécurité. C'est logique. Une fois que le corps fonctionne, il faut le protéger des dangers. Et tout en haut, on arrive aux besoins qui nous rendent vraiment humains. Communiquer, apprendre, se réaliser, se divertir. On voit bien cette progression. C'est comme construire une maison. On commence par les fondations avant de s'occuper de la décoration. Prenons un exemple, le tout premier, le plus évident. Respirer. On n'y pense même pas en temps normal. Mais dès que ça se complique, tout le reste s'effondre. Le manque d'oxygène, ça ne cause pas juste un essoufflement. Ça entraîne de la fatigue, des problèmes de concentration, de mémoire. Tout est touché. Un autre exemple tout aussi parlant, se mouvoir, maintenir une bonne posture. On pourrait croire que l'immobilité, ça n'affecte que les muscles. Mais pas du tout. Ça peut créer des problèmes de digestion, de sommeil, des escarres. C'est la preuve parfaite que tous ces besoins ne sont pas des cas isolés. Ils sont tous liés, ils interagissent en permanence. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi ? Comment on passe de la liste à l'action concrète ? C'est assez simple en fait. Chaque besoin va appeler une action de soin spécifique. Pour le besoin de respirer, on va aider la personne à bien se positionner, on va surveiller sa respiration. Pour le besoin de se mouvoir, on va l'aider à marcher, on va prévenir les chutes. Pour éviter les dangers, on va sécuriser son lit, son environnement. Chaque action vise à répondre à un besoin précis avec toujours cet objectif en tête, l'autonomie. Et on en revient à cette idée d'interconnexion qui est vraiment centrale. Regardez cet exemple. Une personne qui dort mal, ce n'est pas juste un problème de sommeil. Non, parce qu'elle est fatiguée, elle va peut-être moins bien manger, elle n'aura pas envie de bouger. Un seul besoin non satisfait peut en faire vaciller plusieurs autres. C'est un vrai effet domino. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Pourquoi est-ce que ce modèle, des décennies plus tard, est toujours aussi pertinent et pas seulement à l'hôpital ? Parce que, et c'est vraiment ça le point clé, ce n'est pas une simple checklist pour les infirmières, c'est bien plus que ça. C'est un véritable guide pour comprendre ce qui fait notre humanité, notre dignité. Ça s'applique à tout le monde. Une personne malade, oui, mais aussi une personne âgée, un enfant, ou même nous dans notre vie de tous les jours. C'est une vision globale du bien-être. Au final, la grande leçon de Virginia Anderson, c'est peut-être ça.
Arrêter de se focaliser sur le problème et commencer à regarder la personne dans son intégralité, avec toute la complexité de ses besoins. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Parmi ces 14 besoins, quel est celui qu'on a le plus tendance à oublier, à mettre de côté, que ce soit pour les autres ou pour soi-même ?